Bonsoir à tous, elles ont le vent en poupe, les voitures partagées de plus en plus nombreuses et de plus en plus utilisées. Mais sont-elles vraiment adaptées à un usage familial? C'est ce qu'a voulu savoir la Ligue des familles. Elle a proposé à 19 d'entre elles de tester l'offre des opérateurs pendant plusieurs mois. Alors quel est le verdict? On va le voir ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vous présente tout de suite, en commençant par vous, Suzanne Rijvers. Bonsoir, vous êtes chargée de projet à Autodelen. C'est une association qui promeut l'autopartage. Et puis j'ai le plaisir de recevoir aussi Alexandra Wolf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études et d'action politique à la Ligue des familles. Merci d'être avec nous ce soir. On commence par un état des lieux avec vous, Suzanne. Oui. Combien d'opérateurs en région bruxelloise actuellement en termes d'autopartagé? On est compte environ 6, mais il y en a 3 qui sont très connus. Le plus grand, c'est Cambio, Maes et Poppy. Ouais. Oui, et il y a beaucoup d'utilisateurs? Oui, là, on a presque 100 000 utilisateurs. Et en termes de voitures, on est à 3 800 voitures partagées à Bruxelles. Ouais, c'est un service qui s'est vraiment énormément développé ces dernières années. Oui, chaque année, ça commence à augmenter. Ouais. Ouais. Alors, vous avez décidé à la Ligue des familles, avec le soutien de Bruxelles Environnement et de Bruxelles Mobilité, donc de faire un test au niveau de l'utilisation des familles, de la pertinence de l'utilisation pour les familles. Pourquoi vous posiez des questions à ce propos ? On s'était rendu compte qu'on avait peu de données sur quelles étaient les difficultés qu'avaient les familles quand elles utilisaient des voitures partagées. Et donc, c'était l'occasion là, de faire tester à des familles qui n'avaient jamais testé les voitures partagées les conditions réelles avec leurs enfants. 3 opérateurs. Oui, alors ça procède d'une sélection. Hein. Vous avez sélectionné 19 familles au profil varié, situées à différents endroits de la région bruxelloise. Vous n'avez pas fait ça au hasard. Hein. Non, non. Alors on a choisi des familles avec un nombre d'enfants qui pouvait varier de 1 à 3, 4, 5, 6 enfants. Oui, il y a même une famille avec 7 enfants. Oui, tout à fait. Des familles recomposées, des familles monoparentales. On a des familles qui vivaient dans 17 communes bruxelloises, des familles avec des enfants en situation de handicap, des familles avec des parents qui travaillaient ou avec des parents qui ne travaillaient pas. On a vraiment essayé de représenter la diversité des familles bruxelloises pour être vraiment dans les conditions réelles. Oui, alors est-ce qu'on a une idée, Suzanne, du profil des utilisateurs? Parmi les utilisateurs actuels, plus de 100 000, est-ce qu'il y a beaucoup de familles ou c'est plus des personnes en solo ou autres? Là, je sais, Cambio, ils ont les chiffres. Pour les autres opérateurs, on n'a pas les chiffres. Chez Cambio, un tiers des utilisateurs, ce sont des familles avec enfants, en tout cas. Pour les autres, on ne sait pas. Je sais que pour le free floating, en général, les utilisateurs sont un peu plus jeunes, quand même. Et pour le reste, c'est assez mixte, je dirais. Oui, alors free floating, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de ramener la voiture à l'endroit où on l'a pris, à la différence de Cambio, où on est obligé de la ramener à la station où on a emprunté la voiture. Alors pour vous, s'il fallait dresser comme ça, en 30 secondes, un bilan de l'opération, on va rentrer dans le détail, hein, mais vous diriez quoi? Pour la majorité des familles, l'expérience est positive, mais qu'il y a encore des points à améliorer pour que toutes les familles puissent vraiment accéder facilement aux voitures partagées. Ouais, alors on va le voir dans le détail, mais tout d'abord une interview. Vous le disiez, Suzanne, c'est un service qui a connu un grand développement ces dernières années. La région bruxelloise y croit, en tout cas. Écoutez ces interviews, on en parle juste après. Bruxelles est un réseau fertile. Quand on regarde tous les différents paramètres, le taux de digitalisation, la densité de population, le passage du taux numérique, et il y a encore beaucoup de perspectives à l'avenir qui s'ouvrent parce que pour l'instant, l'offre est en dessous de la demande. Donc c'est un très très bon terrain pour nous. La région est très contente et aussi beaucoup de communes sont très contentes d'avoir cette alternative et de pouvoir offrir cette alternative aux Bruxelloises. Parce qu'on sait aussi une voiture partagée est souvent utilisée par 10 à 15 familles. Alors ça veut dire que une même emplacement, prise d'emplacement sert à 10 à 15 familles. Alors on va vraiment gagner de l'espace si on va plus partager les voitures. Aussi au niveau d'économie, avoir sa propre voiture, c'est cher, elle n'est utilisée qu'environ 5% du temps. Alors c'est une alternative qui peut vraiment servir. Alors une alternative qui peut vraiment servir, mais qui pourrait être améliorée. Juste un mot encore par rapport au profil des familles. Est-ce que c'était des familles qui, pour la plupart, avaient déjà un véhicule ou pas? On avait
presque la moitié des familles qui avaient déjà un véhicule personnel et pour certaines d'entre elles, elles étaient concernées par l'échelon de la LEZ de 2025 qui a été reporté à 2027. Donc la zone basse émission. La zone basse émission. Et du coup, l'idée pour elles, c'était de tester pour voir si elles pouvaient se passer de leur voiture. Et donc, l'expérience tombait à pic. Oui, alors est-ce que vous savez aujourd'hui, parmi les utilisateurs, si ceux qui sont par exemple à Cambio, puisque là vous avez des statistiques, me dites-vous, si la plupart ont déjà une autre voiture ou alors si c'est vraiment, si l'autopartage, ça remplace le véhicule personnel? Je dirais que la plupart des utilisateurs n'ont pas de voiture privée et on sait aussi que, comme le ministre vient de le dire et comme on a aussi vu dans une de nos propres études, que la voiture partagée peut remplacer jusqu'à 10 voitures privées ou même plus en ville. Et selon les chiffres de Cambio, c'est encore plus. Chez eux, ils disent que ça remplace une voiture partagée de Cambio remplace 13 voitures privées, en effet. Ouais. Ouais. Et donc, effectivement, donc vous nous dites que c'est plus des gens qui utilisent ça comme véhicule principal et qui n'ont pas de voiture à côté. Alors, est-ce que, finalement, quelles étaient les motivations de cette famille? Il y avait une volonté de savoir si ça allait fonctionner? Il y avait un intérêt par rapport à ça, une curiosité même? Oui, vraiment, toutes les familles nous ont dit qu'elles étaient curieuses, qu'elles voulaient tester, que c'était une opportunité. Certaines, du coup, pensaient qu'elles allaient être concernées, qu'elles allaient devoir arrêter avec leur voiture personnelle. D'autres, c'était pour des raisons écologiques. D'autres encore, c'était pour des questions financières. Elles voulaient savoir si ça allait leur revenir moins cher qu'une voiture personnelle. Il y avait plusieurs motifs chez les familles. Oui, on le voit dans les motifs d'utilisation. Il y a aussi les courses, se déplacer dans des zones bruxelloises mal desservies en transport en commun, les sorties d'enfants, forcément, c'est très important. Et puis, il y a aussi un avantage qui est cité, c'est qu'on se libère grâce à ça de toutes les contingences liées à la possession d'un véhicule personnel. C'est ça, pas d'assurance à payer, pas d'entretien à faire, pas éventuellement de réparation, devoir aller chez le garagiste. Tout ça, c'est des petites choses au quotidien qui s'ajoutent et qui font que la facture monte. Ouais. Alors, est-ce que vous savez, vous, pourquoi finalement on utilise de plus en plus la voiture partagée? Est-ce que c'est effectivement par facilité, parce que c'est, ou alors il y a vraiment une préoccupation environnementale? Je pense que certainement à Bruxelles, il y a, comme vous le dites, il y a toute une série de choses qu'il ne faut plus faire. Trouver une place de parking, s'occuper des assurances, des taxes, etc. Et que c'est souvent moins cher. Une fois qu'on fait le calcul, qu'on prend le temps de s'imaginer tout le trajet qu'on fait et combien ça coûterait avec une voiture privée, on remarque assez vite que c'est plus bon marché avec une voiture partagée. Oui, alors il y avait la question effectivement du coût. Vous donniez un budget précis à ces familles, à charge de ne pas les dépasser. Et là, on s'est heurté à une première difficulté, c'est-à-dire savoir exactement combien ça allait coûter. Ça a posé question à certaines familles. Oui, ça c'était lié à la façon dont ça a été fait, où les familles n'avaient pas le décompte en temps réel et donc du coup les familles se demandaient combien est-ce que j'ai dépensé et où j'en suis dans mon budget et du coup ne pouvaient pas associer les trajets qu'elles avaient réalisés au montant qu'elles avaient dépensé. Mais ça c'était vraiment lié aux modalités du projet même. Si elles s'étaient inscrites via chaque opérateur, elles auraient eu le décompte en temps réel. Oui, alors il y a une question en tout cas qui se pose qui s'est posée à certaines de ces familles quand il s'agissait de s'inscrire, c'est les difficultés d'inscription, c'est via une application et ça on le voit pour certaines familles, le problème de la fracture numérique ou des difficultés ça se pose. Oui, ça nous a surpris, il y a beaucoup de familles qui ont eu des difficultés à s'inscrire, à télécharger les applications, à savoir quelles étaient les premières étapes pour débloquer la voiture, savoir où trouver l'information et du coup il y a eu un accompagnement de ces familles pendant plusieurs semaines pour leur permettre justement de tester et de s'y retrouver plus facilement dans les tests des voitures. Et ça, c'est quelque chose que nous réclamons, la Ligue des familles, c'est de dire si on veut étendre l'utilisation des voitures partagées aux familles, il faut permettre un accompagnement et un service pour que ces familles puissent facilement utiliser ces voitures. Oui, ça vous a étonné aussi, ça, dans les résultats de l'enquête, Suzanne, qu'il y ait des difficultés liées ne fût-ce qu'à l'inscription et après à l'utilisation? Ça nous a surpris un peu. Tout le début est difficile, on dit parfois, mais c'est vrai que pour certaines familles ou pour un certain nombre de familles, c'est quand même vraiment compliqué. On ne peut pas être aveugle à ça. Et
je pense en effet qu'il faut prévoir un accompagnement individuel ou un service lié à d'autres services sociaux pour accompagner ces gens-là, pour faire les premiers pas. Et il y a déjà un projet en cours avec 8 Take Care. C'est une association qui travaille notamment sur la fracture numérique. Ils ont créé un manuel, notamment pour utiliser les applications des opérateurs d'autopartage. C'est le début, je pense. Donc, j'espère qu'il faut vraiment une collaboration avec d'autres services, des maisons de quartier, etc., pour offrir à un certain nombre de familles bruxelloises l'opportunité de tester l'autopartage. Ouais. Oui, parce qu'il y a une difficulté à l'inscription et puis il y a une difficulté aussi à l'usage finalement, puisqu'il faut faire chaque fois, il faut signaler s'il y a des dégâts ou autre chose. C'est pas si simple à utiliser. Non, et parfois ça rebute un peu les familles de se dire en fait je suis maman monop, je dois vérifier qu'il n'y a pas de dégâts sur la voiture et faire le tour, et en même temps j'ai mon enfant qui court à côté. Ouais. Comment est-ce que je fais et il y a peut-être une rue qui est dangereuse à côté, donc il faut à la fois surveiller l'enfant, à la fois faire le tour de la voiture. Il y a beaucoup de familles qui nous ont dit que du coup elles prenaient un peu plus de temps pour la réservation. Elles réservaient 10-15 minutes avant l'heure qu'elles pensaient qu'elles auraient besoin, et après également pour s'assurer que tout va bien, quoi. Oui, alors c'est effectivement compliqué quand on est seul avec un enfant de faire toutes ces manipulations. Ceci dit, quand on voit l'offre des opérateurs, ils sont plutôt à aller maintenant vers le tout digital pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Donc cette fracture numérique, elle risque de poser problème également à l'avenir. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est une recommandation prioritaire de l'étude, de veiller à cette fracture et de prévoir un accompagnement. Il y a toute une série de choses dans notre vie qui seront digitales. Et il faut faire avec, il faut éduquer les gens, former les gens à leur débrouiller à la fin, je pense. Oui, alors une autre chose qui est signalée par ces familles, c'est la difficulté déjà d'estimer la durée de son trajet. Ça, c'est la durée dont on va avoir besoin, pendant laquelle on va avoir besoin de la voiture. Et puis aussi, finalement, est-ce qu'on arrivera à la rendre à temps? Est-ce qu'on doit prévoir quelques heures de plus? Ça pose pas mal de questions, hein, ça. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est en partie lié au fait d'avoir des enfants. Et plus les enfants sont jeunes, s'il faut déplacer des sièges auto et les installer, on ne sait pas si le siège auto va facilement être installé ou si on va mettre 10 minutes à devoir chipoter. Parfois, on a des jeunes enfants qui marchent lentement. S'il pleut, c'est toutes des contraintes qui font que les familles se disent que c'est un peu plus compliqué dans la planification. Ou en tout cas qu'il faut prendre plus de temps par rapport à la durée qu'on avait estimée au départ. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est signalé. Et j'imagine que c'est peut-être pas un étonnement pour vous, c'est que beaucoup de familles disent les sièges auto, l'absence de sièges auto, ça, c'est vraiment un gros problème. Oui. C'est pas étonnant. Peut-être si je peux revenir rapidement sur le temps de réservation, etc. C'est une habitude qu'on apprend relativement vite en tant qu'autopartageur, qu'il faut en effet prendre suffisamment de marge et ça vous coûtera très peu, 1 euro, 2 euros pour être à l'aise. Donc ça, c'est une chose. Et les sièges enfants, en effet, c'est un frein. C'est nécessaire pour la sécurité des enfants. En tant qu'autopartageur, on apprend quelques astuces, quelques tips. C'est évidemment plus facile quand on a une voiture tout près de chez soi, mais pas tous les quartiers bruxellois sont bien desservis. Pour moi-même, personnellement, j'ai la chance d'avoir beaucoup de voitures partagées près de chez moi, mais j'ai quand même acheté un chariot pliable où je mets le siège enfant et je vais avec ça. Ah oui, ça veut dire que vous, votre truc, c'est d'avoir votre propre siège enfant. Ouais. Pour l'amener dans la voiture partagée. C'est ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'opérateur avec des sièges enfants à Bruxelles. Ça va rapidement, ça va changer dans les mois à venir. Pour les opérateurs commerciaux, en tout cas, si vous optez pour l'autopartage entre particuliers, avec Cozy Wheels, par exemple, ou Getaround ou Dégage, c'est une organisation qui est très connue en Flandre, mais pas encore à Bruxelles. Là, c'est une bonne idée de trouver d'autres familles qui sont prêtes à partager leur voiture, qui ont déjà des sièges enfants, et ça élimine ce grand problème, en effet, qu'on a avec les sièges enfants. C'est vrai que les opérateurs semblent conscients. Il y a Cambio qui va mener une expérience pilote en installant 25 sièges. C'est évidemment pas beaucoup par rapport à leur flotte, mais on a conscience de ce problème. Le tout, c'est de trouver la solution pour le régler, quoi.
Oui, c'est ça, mais ça ne nous paraît pas impossible à la Ligue des familles d'installer des sièges enfants dans certaines voitures ou dans des box à proximité que les parents débloqueraient et installeraient dans les voitures quand ils en ont besoin. Ouais, vous pensez que vraiment c'est un point crucial qu'il faut améliorer pour que l'efficacité de ces voitures partagées soit plus grande? Pour séduire les jeunes parents à utiliser les voitures partagées, c'est indispensable. Oui. Ouais, et il y a aussi une autre chose qui est signalée, c'est l'absolue nécessité de prévoir ces déplacements à l'avance, parce que finalement, à certaines heures et à certains moments, ces voitures, elles sont toutes réservées. Et donc, les sorties inopinées ou les obligations inopinées, c'est très compliqué à gérer, ça. Oui, les réservations en dernière minute, c'est très compliqué, surtout en soirée et les week-ends. Les familles nous ont toutes dit qu'elles devaient s'y prendre quelques jours à l'avance. Et alors, pour les modèles plus grands, par exemple pour les familles nombreuses, ça, c'était vraiment très très complexe. On a une famille nombreuse de 6 enfants qui a essayé plusieurs fois de réserver et n'a jamais réussi à obtenir une voiture. Oui, c'est aussi quelque chose qui est signalé dans l'étude, c'est que le type de véhicule n'est pas toujours adapté aux besoins de la famille. Ça vous étonne, ça, ou alors finalement vous vous en rendez compte quand vous constatez quelle est la flotte disponible? C'est vrai que pour la flotte disponible pour l'instant, ce sont plutôt des citadines, comme on dit. C'est vrai qu'il y a peu de voitures vraiment pour les familles. Donc c'est quelque chose qu'il faut améliorer, je pense, en effet. De l'autre côté, en tant qu'autopartageur, on n'est pas limité à un opérateur. On peut devenir membre de tous les opérateurs qui sont à Bruxelles. Évidemment, à chaque fois, il faut s'inscrire. Ça prend du temps, c'est compliqué, je comprends très bien. Mais c'est quand même un des grands avantages aussi de l'autopartage, c'est qu'on a, en fait, si on veut, accès à une offre énorme de voitures partagées. Donc même dernière minute, c'est ce que vous conseillez, vous, à ceux qui se demandent s'ils doivent abandonner leur voiture. C'est si vous sautez le pas, il faut absolument s'inscrire chez plusieurs opérateurs? Oui, c'est ce que je recommanderais quand même. Chez Cambio, il y a un abonnement, mais chez les autres, il n'y a pas d'abonnement. Il y a parfois chez une Cambio, garantie. on est obligé de laisser une caution, ce qui n'est pas possible pour tout le monde. Mais chez les autres, effectivement, c'est plus simple. Pour autant qu'on arrive à s'inscrire, parce que parfois, ça pose problème pour certaines familles avec les anciennes variétés, les anciennes formules de permis, où c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ça, c'est dommage, en effet. Donc, il y a ce problème-là. Pour le reste, si on a la chance d'avoir un nouveau permis de conduire, c'est relativement... Moi, je dis facile, mais on a remarqué que ce n'est pas si facile que ça, de devenir membre de plusieurs services d'autopartage. Comme ça, on augmente la chance d'avoir une voiture aussi dernière minute. Ouais. Oui. Alors, il y a aussi certaines critiques qui sont faites par rapport à l'état des voitures chez certains opérateurs. Parfois, il n'y a pas de garantie. Si on prend certaines sociétés de free floating, on pense à Miles, qui est cité nommément dans l'étude, où là, il y a quand même des plaintes sur l'état dans lequel ils trouvent le véhicule. Oui, c'est ce que les familles nous ont fait remonter. Et il y en a certaines qui nous ont dit si je prenais juste moi la voiture, ça ne me poserait pas de problème. Mais là, j'ai un peu plus de difficulté à me dire que je vais y faire circuler, mettre mes enfants dedans plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Et donc, c'était un point qui était soulevé par les familles. Voilà. Oui, alors il y a aussi certaines familles, elles ne sont pas nombreuses, qui disent que ça coûte cher, que le service peut coûter cher. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à la possession d'une voiture individuelle ? Ça dépend évidemment de vos besoins de déplacement. Quand on prend une voiture partagée, on sait directement combien ça nous coûtera. Et ça peut sembler cher. En même temps, si on a une voiture privée, on n'est pas toujours conscient de ce que ça coûte réellement. Donc, on a créé une sorte de calculateur, savewithcarsharing.be, où on peut insérer tout le trajet qu'on fait de manière générale et les caractéristiques de sa propre voiture pour vraiment voir noir sur blanc combien coûte sa propre voiture et la voiture partagée. Oui, au final, on est toujours gagnant à avoir une voiture partagée. Certainement si on fait moins de 13 000, 10 000 km par an. Oui. Ouais. Cette question du prix, du coup, elle est revenue souvent
Oui, elle est revenue souvent et surtout pour les familles qui étaient en plus grande précarité financière, par exemple des familles qui n'avaient pas de voiture et qui hésitaient à passer à des voitures partagées et qui nous ont dit c'est vraiment un souci de ne pas avoir une vision claire de combien ça va coûter et de combien vont coûter leurs trajets. Et donc pour elle, ça pèse dans la balance de se dire ah, mais si je n'ai pas une vision claire et si je ne sais pas gérer mon budget clairement avec le coût des voitures partagées, je risque de ne pas m'abonner. Ouais. Alors on pourrait réfléchir à un tarif social pour certains types de familles. C'est une de nos recommandations. Par exemple pour les familles monoparentales ou les familles nombreuses. On a parlé de Cambio. Il faut une caution à Cambio. Quand on veut pouvoir utiliser des grands modèles chez Cambio, ça coûte plus cher. La caution est plus élevée. Et puis il y a aussi l'achat des sièges enfants. C'est pas donné non plus. Donc tout ça s'ajoute et ça fait des petits coûts qui s'ajoutent les uns aux autres. Ouais, quand on voit en tout cas les résultats de votre étude, 7 familles ont indiqué que le service était très adapté, 3 ont indiqué que le service était plutôt adapté et donc il y a quand même une satisfaction par rapport à l'utilisation au bout de 2 mois. Parmi ces 19 familles, il y en a qui, vous le savez aujourd'hui, continuent ou ont l'intention de continuer à utiliser les voitures partagées? Oui, il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'elles avaient l'intention, en tout cas qu'elles allaient y réfléchir. Et parmi les familles qui étaient moins satisfaites du test, on retrouve surtout dans leur profil les familles nombreuses, on l'a évoqué, la disponibilité des grands véhicules, les familles monoparentales et aussi les familles avec des enfants de moins de 3 ans ou moins de 5 ans liés au problème de siège enfant. Oui, alors question, on le voit en tout cas qu'il y a une volonté des autorités que ce service se développe de plus en plus. Quel est le chaînon manquant? Qu'est-ce qu'il faudrait en plus selon vous en priorité? Il faut arrêter les voitures salariales. Ça, c'est une chose. Oui, ça, c'est la voiture de société, d'accord. Oui, la voiture de société. Il faut que toutes les communes soient conscientes des avantages de l'autopartage. Comme plus de voitures partagées, c'est moins de voitures sur la route, plus d'air propre, plus d'espace pour jouer, pour se rencontrer. Donc ça veut dire quoi? Mettre plus facilement des espaces de stationnement pour les voitures partagées, style Cambio par exemple? Oui, tout à fait, je pense que oui. Les communes elles-mêmes, elles peuvent aussi commencer à utiliser l'autopartage. Je pense que oui. On est en train, avec cette étude ici, par exemple, d'investiguer les freins. Et la rupture digitale, je dirais, qui est un vrai frein. Et on peut toujours sensibiliser un peu plus sur le coût de l'autopartage ou de sa propre voiture. Oui, je pense que ça, c'est le plus important. Pour les utilisateurs, pour vous, les freins à lever, on en a déjà évoqué quelques-uns, mais s'il fallait résumer les freins à lever? Les freins à lever, l'absence de siège enfant, la fracture numérique et l'accompagnement individuel des familles lors des premières utilisations, et puis la disponibilité de grands modèles. Oui, et donc est-ce qu'il faut aujourd'hui augmenter le maillage des stations, parce que c'est vrai que des stations de voitures partagées style Cambio, il y en a de plus en plus. Il y a aussi de plus en plus de voitures en free floating. Est-ce que selon vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a une masse assez importante ou il faudra encore l'augmenter? Est-ce que c'est une demande, ça? Ça dépend des zones, ça fait partie de nos revendications, donc ça dépend des zones. Il y a des opérateurs qui ne desservent pas tout Bruxelles. Et puis c'est aussi l'offre de voitures qui est proposée. S'il n'y a que des petites voitures citadines, on ne va pas toucher les familles nombreuses, par exemple. Ça sera plus compliqué pour elles d'utiliser ou de se mettre aux voitures partagées. Oui, et donc ces opérateurs qui ne desservent pas tout Bruxelles, où on ne peut pas effectivement s'arrêter partout, c'est vraiment aussi un frein, ça, assez important. Oui. Souvent, c'est des questions de sécurité qui sont évoquées pour justifier le fait qu'on ne puisse pas s'arrêter à certains endroits ou à d'autres. Oui, c'est ça ce qu'on entend chez les opérateurs, qu'il y a quand même pas mal de vandalisme, malheureusement. Donc il faut réfléchir avec les autorités aussi, combien agir là-dessus, avec les opérateurs aussi. Et en effet, on a appris dans l'étude des familles que c'est un vrai frein s'il n'y a pas de voiture partagée tout près de chez soi. C'est logique. Donc oui. Mais très bien, merci en tout cas pour tous ces éclaircissements. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec un plus d'actu politique présenté par Fabrice Grosfilet. Très bonne soirée à tous, à bientôt, portez-vous bien.